Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin, en ce mardi 15 novembre. J'espère que vous avez la pêche. En tout cas, voilà, il fait peut-être froid, il fait peut-être nuit, mais en tout cas, on se réveille du bon matin en bonne compagnie et c'est le mug. Alors comment ça va dans la chatroom? Comment vous allez ce matin? Est-ce que vous êtes réveillé du bon pied? Est-ce que vous avez de l'énergie? Salut Anju, salut Oleg, salut Electribe, salut Poppy, salut Technisavoir, salut Notsovan, salut Léo, Léo du 69, salut Alissa, salut Camille, salut Nani Eric, salut Polaire, salut General, Flop, Satorial World, salut Samuel, salut Power Loutre avec son pseudo trop mignon, salut Lulu Simpson 80, salut Indy 76. Voilà, je vois plein d'habitués. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Comment ça va? Est-ce que vous êtes levé du bon pied? Pas trop froid chez vous? Bonjour. Hop. Besoin d'un bon café? Ouais, pour commencer la journée. Bah écoute, moi j'ai mon petit mug ici, là, avec un thé chaud bouillant. Voilà, donc je vais attendre un peu avant de le boire, sinon je me brûler en direct. Salut le geek Apple. Salut. Ça va, nous dit Nani Eric. Café en cours. Bon, bah tout va bien, nous dit Poppy aussi. Très bien. Du coup, on a quand même pas mal de petits articles ce matin. J'en profite pour remercier Grolb et également Electribe pour leur soutien. Vous commencez chaud là déjà, hein, vous êtes bien réveillés. Ça fait toujours plaisir de commencer l'émission avec des petits soutiens comme ça. C'est un bon accueil, quoi. Vous savez accueillir dans la chatroom. Voilà, je tenais à le dire. Donc un grand merci à Grolb et Electribe45 pour vos soutiens respectifs. Merci à vous de soutenir l'émission. Et de quoi va-t-on parler ce matin ? Alors, vous le savez, hein, la tech va pas très bien en ce moment. Voilà, suite au climat économique actuel, c'est pas au beau fixe, hein, c'est plutôt assez morose, on va le dire. Et du coup, ça impacte pas mal de boîtes tech. On l'a vu déjà avec notamment Meta qui a annoncé des licenciements. On l'a vu avec également Snapchat qui a annoncé licenciements et qui a annoncé arrêter Zenly. On l'a vu avec Twitter qui va pas très bien également. Maintenant, c'est au tour d'Amazon. Amazon annonce qu'ils vont devoir arrêter l'investissement sur certains services d'Amazon. Donc, on verra ensemble de lesquels il s'agit. Est-ce que vous trouvez que c'est logique ou vous êtes particulièrement étonné? Vous pourrez me le dire du coup tout à l'heure. On en discutera ensemble. Et du coup, qui dit arrêt de travailler sur certains services dit potentiellement aussi réduire les ressources et donc du coup les personnes qui travaillent chez Amazon. Et c'est le cas. Ils ont annoncé 10 000 licenciements, la séparation de 10 000 employés d'Amazon. On verra un petit peu ce que ça représente à l'échelle de la boîte d'Amazon. C'est toujours une mauvaise nouvelle, évidemment, et potentiellement dramatique nouvelle pour les personnes qui sont impactées. Mais on verra évidemment qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'Amazon par rapport aux autres boîtes qu'on a vues jusqu'ici annoncer leurs différents mouvements, justement, et leurs différentes décisions de licenciement. Et puis après, on parlera d'un autre service qui peut s'inquiéter pour son futur, puisque c'est Salto. Salto qui, finalement, suite à un manque d'accord entre TF1 et M6, et une stratégie commune de streaming ou de VOD, hein, de vidéo à la demande avec la plateforme Salto, remettre en cause un petit peu le futur de ce service. Et donc, ça sent pas bon pour Salto. Vous me direz si du coup, ça vous passe à 3 km au-dessus de la tête ou si vous êtes triste potentiellement puisque vous utilisez Salto. Donc, ça serait intéressant de le voir. Et puis ensuite, on parlera
d'Apple aux autres grosses sociétés tech. On le sait, Apple, un de ses chevals de bataille, c'est notamment le respect de la vie privée et des données de ses utilisateurs. Et ben, on pourra se demander demain si c'est toujours le cas, avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'en fait, des personnes, des spécialistes en sécurité ont remonté et analysé un petit peu qu'est-ce qui se passe quand vous demandez à ne pas, à ce que vos actions ne soient pas suivies pour Apple. Et ben en fait, ça n'impacte pas grand-chose à la surprise du coup de ces spécialistes de la sécurité. Donc ça sera intéressant à voir tout à l'heure. On verra un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que Apple, grand méchant et menteur, ou est-ce que finalement c'est pas très très étonnant. On le verra ensemble. Et puis on continuera avec Apple, avec un phénomène qui se déroule en Chine, qui est assez étonnant, assez intéressant, et ça se passe avec notamment AirDrop. AirDrop qui a été détourné, en tout cas son usage classique, qui est de pouvoir partager facilement avec des proches ou des contacts des fichiers ou des informations, ou avec n'importe qui, a un usage un petit peu détourné en Chine pour pouvoir contrer la censure en place dans le pays. Et donc c'est assez étonnant, assez ingénieux. On verra comment c'est utilisé et à quel but. Et puis on terminera les news du jour en prenant des nouvelles de Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, c'est l'ancienne CEO de Theranos. Theranos, la fameuse start-up dans la santé qui promettait pouvoir analyser et faire 36 000 analyses avec une goutte de sang seulement, et qui allait révolutionner du coup le domaine des prises de sang et des analyses sanguines, et qui finalement s'est retrouvé à vendre du vent et qui se retrouve du coup devant la justice aujourd'hui pour répondre de ses actes, puisque ça avait été commencé à être commercialisé et ça avait donné des faux résultats, des résultats erronés à de nombreuses personnes, mettant en danger potentiellement leur vie aussi. Voilà, donc grosse conséquence, grosse responsabilité, d'autant plus quand on travaille dans la santé. Et du coup, là, on a les informations de qu'est-ce que la défense demande en termes de peine et qu'est-ce que l'accusation demande en termes de peine. On verra un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, sans se faire évidemment juge non plus. Voilà un petit peu pour le programme du matin. J'espère qu'il vous va bien. Je prends une petite pause pour commencer. Ça va, bonne température, je me suis pas brûlée, tout va bien. J'espère que vous, dans la chatroom, vous avez pu récupérer votre café pour profiter de cette petite émission en petit déjeunant potentiellement ou en faisant une petite pause café tout simplement. Et on commence tranquillement avec le kawa. Ah, je vois qu'il y en a qui ont le même problème que moi dans la chatroom. Le cappuccino est prêt, mais il est encore trop chaud. Et faire jazz, je compatis. Surtout quand on a besoin pour se réveiller, pour se lever le matin. Courage à toi. Dans quelques minutes, il sera prêt. Et puis j'en profite pour remercier d'autres personnes qui nous soutiennent ce matin, notamment Dentologue, un grand fidèle, où il y a plein de fidèles qui nous ont soutenus ce matin, puisque ça fait carrément plus de 2 ans que tu nous soutiens. Un grand merci à toi, Dentologue. Également un grand merci à Psylop, qui fait partie des plus de 2 ans également pour nous soutenir, ou presque. Un grand merci à Pierre Route aussi, pas mal de temps aussi de soutien. Waouh, quelle fidélité à tous là. Un grand merci également à Okotax qui fête son premier anniversaire annuel avec nous et qui marque Mozza Evil. Je sais pas si tu as lu dans nos têtes, mais en effet, on a nos petits démons à la maison avec Mozza et Cheddar qui nous font toujours les 400 coups. Un grand merci en tout cas Okotax pour ton soutien. Un grand merci à Jerry Casa également pour son soutien de longue durée, et à The Big Ben 28. Un grand merci à toi aussi. Ça fait super plaisir. Yassani, voilà, vous êtes tous en train de comparer les températures de vos boissons du matin. Yassanine qui nous dit: le mien est à température parfaite grâce à ma machine miel. Post non sponsorisé.
Merci pour la précision. Très bien, très bien. On prépare des trucs super chauds à cause de la durée d'émission des autres. Ouais, ouais. C'est sûr que si t'attends que ton café tienne et soit chaud pendant 1 heure et demie, tu vas pas la boire pendant au moins 1 heure, quoi. Donc, chaud, chaud bouillant, quoi. Salut Flonflon. Salut Birthday Boy. Bon anniversaire, très bon anniversaire Flonflon. J'espère que du coup tu vas passer une excellente journée aujourd'hui. J'espère que tu vas pouvoir fêter ça en bonne et due forme. Voilà, un très très bon anniversaire à toi Flonflon. Ça fait super plaisir de te voir dans la chatroom. Voilà, vous pouvez y aller dans la chatroom pour célébrer les anniversaires. Ça fait toujours du bien un petit peu. Voilà, merci, merci. Allez-y. Plein de love, plein de gâteaux d'anniversaire et de confettis pour Flonflon. Allez-y, allez-y. Et du coup, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec, du coup, le premier article. Le premier article, ça va être du coup Amazon. Qu'est-ce qui se passe avec Amazon? Comme je vous le disais, Amazon fait partie donc de ces boîtes tech qui vont devoir se serrer un petit peu la ceinture. On en a discuté plusieurs fois jusqu'ici. Le climat économique et géopolitique est très très mauvais aujourd'hui, et notamment très mauvais pour la prise de risque, et notamment pour ce type Alors c'est plus vraiment une start-up Amazon, j'ai envie de dire. Et puis ils ont quand même des secteurs qui sont particulièrement rentables, mais pas tous. Et donc du coup ils sont en train de faire le tri justement pour se préparer à l'hiver finalement économique, on va dire ça comme ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se préparent? Tout simplement parce qu'on a vu la valorisation d'Amazon baisser quand même de 53% sur un an. Voilà, pour vous donner une idée, ils ont perdu 1000 milliards de dollars de valeur en moins, en à peine plus d'un an. Ouais, c'est ça, en à peine plus d'un an. Donc, c'est quand même énorme, énorme pour Amazon. Et donc, du coup, forcément, ça les amène à remettre en question les différents investissements dans les différents secteurs de développement de la boîte. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? A priori, c'est le Wall Street Journal qui nous en informe. On aurait Andy Jassy, l'actuel directeur général du coup d'Amazon, qui aurait décidé de prendre lui-même les choses en main pour opérer des coupes au sein des services de l'entreprise qui ne sont pas encore assez rentables. Donc de quoi on parle ici? À votre avis, quels sont les services qui ne sont pas encore assez rentables pour Amazon? Allez-y un petit peu dans la chatroom. Je vous laisse un petit peu le temps de faire un petit peu vos paris. Et en attendant, je remercie Caradoc pour son soutien. Un grand merci pour ton soutien. Alors, vous me dites Twitch dans la chatroom. Vous me dites Prime Video. Yves Castel qui dit les humains. Heureusement que c'est pas Amazon qui entretient les humains. On serait mal barré. Livre. Ouais, ok. Twitch, Kindle, Prime, Alexa. Ah, il y a du bon, il y a du bon. Prime Video, le shipping. Non, parce qu'en fait, non, je pense que justement, le shipping, c'est une de leurs grosses forces aujourd'hui. C'est d'abord une de leurs grosses différenciations, ce savoir-faire de livraison ultra rapide et de très bonne qualité. Donc, c'est d'abord une valeur. Et puis ensuite, ça leur permet aussi d'optimiser les coûts en termes de livraison et de logistique. Donc non, je dis pas le shipping pour le coup. Twitch, musique gaming, objets connectés, Alexa, Audible, Alexa. Pas mal. AWS, non. Victor Ramius, AWS fait partie des services les plus rentables pour Amazon. Alors aujourd'hui, Amazon fonctionne énormément sur tout ce qui est livraison, qui était leur origine de succès, notamment aussi le secteur publicitaire avec Amazon qui est très 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 fort. Vous pouvez aller maintenant faire une recherche de produits sur Amazon et généralement, sur toute la première page, c'est uniquement des produits sponsorisés, des emplacements publicitaires, etc. Donc, les revenus publicitaires pour Amazon, c'est énorme. C'est un des géants publicitaires aujourd'hui dans le monde. Et on a AWS, donc leur service d'hébergement, de services de web services, on va dire, pour les entreprises. Ça aussi, c'est énormément générateur de revenus. Et donc, du coup, c'est quoi les services impactés? Les services impactés, c'est l'assistant vocal d'Alexa. Vous l'avez dit d'ailleurs dans la chatroom. Donc, certains l'avaient trouvé. C'est évidemment l'assistant vocal d'Alexa.
On a également, donc qui est aujourd'hui présent sur Amazon Echo et les boîtiers Fire TV. Rien que la division qui travaille sur Alexa, donc cet assistant vocal, compte 10 000 employés. Hein. Donc c'est quand même assez énorme. Et évidemment, l'activité n'est absolument pas rentable. Bien au contraire, le développement d'Alexa aujourd'hui déclencherait des pertes d'exploitation qui s'élèvent à 5 milliards, 5 milliards par an pour Amazon, ce qui est quand même assez important. Voilà, donc a priori, certes, les appareils Echo et Fire TV représentent des produits d'Apple pour le site de vente en ligne, mais Amazon ne dégage pas de revenus suffisamment importants pour justifier de continuer à maintenir le cap concernant le développement d'Alexa. Donc potentiellement, certains me disaient les produits physiques, en effet, potentiellement Echo, Fire TV, etc., et couplés au service d'assistant vocal Alexa seraient les premiers ici à voir leur développement en tout cas mis en pause. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter complètement, mais ils vont potentiellement moins investir. Donc potentiellement aussi pas forcément de nouvelles Kindle. Après, c'est quand même un produit relativement mature. Je pense qu'on a passé un petit peu la phase d'innovation annuelle qu'on pouvait voir et donc du coup je pense que ça les met pas forcément en danger, ou même le Kindle en danger aussi, de ne pas innover aussi rapidement quoi. Donc voilà. En tout cas, fort probable que le perfectionnement d'Alexa va être mis en pause, et surtout qu'il y a eu une étude qui a été menée, qui a été partagée par le Wall Street Journal, qui explique justement, donc une étude en interne menée par Amazon, qui a démontré que les adeptes d'Alexa sont loin également de l'utiliser à son plein potentiel. Donc même quand on l'utilise, et je pense que c'est vrai également pour tout ce qui est Siri, désolé, j'espère que je n'ai pas déclenché les commandes chez vous, j'ai pas dit... Hop. J'ai juste dit le nom, mais les assistants d'Apple, de Google et d'Amazon, je pense que c'est vrai pour les trois. On peut voir que finalement, les plus grands utilisateurs n'utilisent pas forcément au plein potentiel. Vous avez quelques commandes basiques vocales qui vous aident au quotidien, mais finalement, vous n'utilisez pas forcément à son plein potentiel. Et donc, du coup, est-ce que ça sert encore d'investir là-dessus pour encore ajouter de nouvelles fonctionnalités ? Peut-être pas. Là où ça aurait été intéressant d'investir, c'est trouver des méthodes innovantes pour aider justement à exploiter le potentiel et à adopter ces assistants vocaux. Bon, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va être mis en pause. Et du coup, c'est pas la seule décision qu'ils ont prise de mettre en pause certains développements dans la boîte. Nelly, Eric, j'ai juste dit... Hop, exactement. Et Laurent qui nous dit l'action d'Amazon est tombée à son plus bas niveau depuis les premiers jours de la pandémie la semaine dernière. Ouais. Non, mais clairement, c'est un climat très, très négatif pour Amazon. Hein. C'est pas la seule boîte impactée. Hein. La division ne ferme pas, ouais. Ils ralentissent le développement, tout à fait. Et je suis pas sûre que ça pénalise tant que ça, quoi. Et la gamme Kindle, ouais, est très en place. C'est ce que tu dis, Victory, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà. Donc je pense pas que ça sera... je pense pas que vous avez besoin de vous inquiéter pour ceux qui ont acheté des Kindle ou des Echo, etc. Ça va continuer à fonctionner. Hein. C'est juste qu'il y aura peut-être pas des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sous peu, quoi. Et certainement qu'ils vont pas développer de nouveaux produits physiques. Ça, c'est sûr. Tu as raison, Victorie. Tout à fait. Et donc du coup, c'est quoi l'autre conséquence ? C'est malheureusement les emplois. Et oui, ça ne suffit pas a priori d'arrêter l'investissement sur des nouveaux produits. Ils ont pris la décision également d'arrêter l'investissement, pas l'investissement, mais d'arrêter, de réduire en tout cas la charge salariale, donc le nombre d'emplois et le nombre de personnes salariées chez Amazon. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils ont annoncé
Du coup, après Twitter, Facebook, Snapchat, ils ont annoncé du coup se séparer de 10 000 personnes. Voilà, ils se préparent à licencier environ 10 000 employés, d'après cette fois-ci le New York Times qui nous informe de l'information. Donc, qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'Amazon? Amazon, c'est quand même une boîte à l'échelle internationale qui emploie énormément de personnes, que ce soit dans le développement de leurs services, mais également ne serait-ce que dans la logistique. Et même s'ils ont essayé d'avoir moins d'employés dans les entrepôts, etc., ils emploient encore quand même des personnes dans ces entrepôts. Et donc, en fait, 10 000 personnes, ça représente 1% de la masse salariale du groupe qui compte environ 1,6 million d'employés aujourd'hui. Ce chiffre-là de 1,6 million d'employés, ça date de fin 2021. Voilà. Donc les postes concernés, et donc ça c'est encore une fois ça vient du New York Times, les postes concernés seraient situés donc dans le département de Amazon Devices, donc les appareils électroniques équipés de l'assistant vocal Alexa ou encore les liseuses Kindle. Donc là ça rejoint exactement ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Ils vont ralentir les investissements dans ces départements et très logiquement du coup ils auront besoin de moins de personnes. Alors vous auriez pu me dire est-ce que vous ne pouvez pas redispatcher ces employés? Et je pense que pour certains, c'est ce qui va se passer. Mais n'empêche, les salaires, chaque mois, c'est quand même un gros impact sur le budget d'une entreprise. Et même si on redispatche certains, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette option, malheureusement, de supprimer des emplois. Et donc voilà, donc vraiment, c'est donc Amazon Devices, appareil électronique et assistant vocal, également la division de vente au détail, ainsi que les ressources humaines. Là encore, de la même logique que Facebook, qui avait annoncé aussi pas mal de réduction de postes dans le département des ressources humaines, parce qu'en fait, ils vont moins embaucher, ils vont ralentir ou geler les embauches. Et donc, qui dit geler les embauches, besoin de moins de personnes, notamment spécifiquement employées dans la recherche de talents. Voilà, ou l'embauche l'embauche de nouveaux talents. Donc voilà pour les départements impactés ici. Et d'ailleurs, ça suit une précédente annonce qu'avait fait Amazon il y a déjà 2 semaines. C'était un gel des embauches dans ses bureaux. Donc là, encore une fois, voilà, on a vraiment la logique des annonces. Et on arrête et on met en pause les embauches. On voit quels sont les services qui pénalise le plus ou plombe le plus la santé de l'entreprise, la santé financière de l'entreprise. Est-ce que c'est des paris qu'on souhaite continuer à nourrir, etc. Oui, non. Ou finalement, on va peut-être limiter le nombre de paris business qu'on va entreprendre. Et donc, du coup, on va mettre en pause les autres en attendant. Et du coup, on se sépare des employés ensuite dans ces départements. Donc voilà. Et c'est vrai que finalement, ça rejoint aussi le mouvement qu'avait déclenché Amazon. Rappelez-vous, au moment de la pandémie, Amazon avait explosé, je veux dire la livraison, etc. Tout le monde commandait des choses en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du temps déjà pour choper en ligne. Et puis en plus, comme on ne pouvait pas se déplacer ou moins se déplacer en boutique, la livraison avait vraiment explosé. Donc rappelez-vous qu'au moment de la pandémie et des confinements, ils avaient justement accéléré les embauches. Ils avaient carrément doublé leur personnel mondial entre début 2020 et début 2022, ce qui est énorme. Donc voilà. Là, ils essayent de récupérer un peu plus d'agilité et de flexibilité en termes de budget de boîte. En se séparant d'une partie de leurs employés. Et ça rejoint aussi la chute de bénéfices qu'ils ont pu voir, qui a été en chute nette de 9% sur un an au 3e trimestre. Donc c'est pas étonnant, quoi. Qu'est-ce qui a été impacté également? Donc, on parlait de Amazon Web Services aussi tout à l'heure. L'activité informatique à distance, le cloud ou les services web du groupe qui affichait jusqu'ici une croissance assez énorme et une profitabilité très impressionnante. C'était un des secteurs les plus profitables. A vu également ses revenus augmenter de façon plus modérée cet été. Donc, ça reste rentable. Mais c'est juste que ça ralentit en termes de croissance. Et donc, du coup, ça ne croît plus que de 27%. Donc, ça reste très, très positif ici. Mais de 27% au lieu de 39% il y a un an. Donc là, on a un ralentissement net pour AWS.
Donc voilà, comme on disait, le plan de licenciement qu'a annoncé Amazon, c'est pas le seul qu'on peut voir et c'est pas le seul qu'on a entendu jusqu'ici, puisque mercredi dernier, on avait Meta qui a annoncé donc la suppression de 11 000 emplois, hein, ce qui représente ici pas 1%, mais 13% de la masse salariale. On avait également Snapchat qui avait supprimé 20% de ses effectifs et qui avait donc pris la décision d'arrêter Zenly, Zenly qui avait notamment une équipe française, donc soit plus de 1200 employés pour Snapchat. Qui représente 20% de ses effectifs. Donc, on voit un petit peu les différentes échelles aussi de boîtes. Et puis, on en parle également beaucoup avec Twitter, qui avait du coup congédié 7000, donc la moitié de ses 7500 salariés. Donc là, une coupe énorme parce que ça représente la moitié, mais peut-être un peu moins importante, puisque par rapport à Facebook ou Amazon, c'est vraiment inférieur en termes de nombre d'emplois. Mais c'est pas les seuls, on n'en a pas forcément parlé autant, mais il y a Stripe, le service de paiement en ligne Stripe et la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur Lyft qui ont également fait part de licenciements de grande ampleur. Donc c'est vraiment un mouvement général dans la tech où la prise de risque et la forte croissance va être modérée pour pouvoir traverser cet hiver économique, on va dire ça comme ça. Et c'est pas les seuls, toutes les boîtes aujourd'hui, start-up, tech, qui prennent des risques, et certaines, surtout celles qui ne sont pas encore rentables, ont dû prendre des décisions difficiles de la sorte pour pouvoir se dire « Ok, on n'est pas rentable, on sait que les levées de fonds vont être compliquées dans les années à venir, au moins l'année prochaine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir potentiellement survivre une année sans faire de levée de fonds ?» Et donc, du coup, c'est un calcul de cash burn, de combien d'argent tu crames tous les mois juste pour les salaires, faire fonctionner les services, avoir les technologies ou services que tu mets à disposition des employés pour pouvoir travailler, etc., les coûts opérationnels et donc ensuite calculer ça pour pouvoir faire des plans sur le long terme et prendre des décisions qui s'avèrent nécessaires dans ce climat. Et en effet, les plans de licenciement, c'est toujours terrible pour les personnes impactées. On ne peut pas minimiser ça. C'est toujours terrible. Mais de l'autre côté, c'est une décision, c'est un mal pour un bien, entre guillemets, puisque si on ne prend pas cette décision de licenciement, on met en risque la boîte, et donc ce n'est pas la moitié des effectifs ou 1% des effectifs, ça sera la boîte qui va couler, avec tous les emplois qui vont avec, et tous les prestataires qui seront impactés aussi, puisque du coup, ça fera moins de projets avec des prestataires. Donc malheureusement, je pense que c'est jamais des décisions faciles à prendre, et ça ne veut pas dire que ça va permettre de survivre à cette crise économique qu'on est en train de passer. Mais en tout cas, ils essayent de se donner les moyens de survivre. Voilà, donc on va voir. Alors là, on parle énormément de la tech, mais ce n'est pas les seules boîtes qui sont impactées. Il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés. Donc voilà. Voilà en tout cas pour les annonces qui concernent Amazon. Ça sent mauvais également du côté de Salto, la plateforme de vidéo on demand, de VOD française, puisqu'on pouvait retrouver beaucoup de françaises. C'était vraiment le service de demande qu'on avait chez nous. Alors, est-ce que vous l'utilisiez, Salto ? Je suis assez curieuse d'avoir votre retour dans la chatroom. Je regarde un peu vos commentaires. Peut-on parler de Salto arrière ? Pas mal. À voir si c'est pas la tête qu'on coupe ou le cœur qu'on enlève. Ouais. Wendigo, c'est jamais facile. Est-ce que vous utilisez Salto ? Nope, non, absolument pas. Non, pas du tout, jamais utilisé. Fanny l'utilise. François Michel l'utilise. Non, écoute, pas de sondage. Je lis un petit peu les commentaires. Non pour Laurent et Electribe. Non plus pour l'Unita et Non21. Jamais utilisé. Non, pas du tout, non. Shinru nous dit oui, donc ça fait 3 personnes.
Oui, mais elle est mal foutue, nous dit Lil Tidy. Non, 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 non. Oui, mais pas rester une fois, regardez ce que je voulais. Ah ouais, alors moi je l'ai utilisé aussi une fois, donc, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'avais juste une série que je voulais regarder. Euh, Et Nanada, pareil, toi t'as fait pareil. Tu t'es abonné pour une série et quand t'as fini, tu es parti. Ouais. Bastudian a fait pareil pour cibler des séries en particulier. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Ils avaient les Harry Potter quand même. Bon, il y avait les Harry Potter sur Netflix aussi, non? Attends, tu me mets un doute. Après, ça bouge hein, de plateforme en plateforme, c'est vrai. Ça bouge, ça bouge. Je regarde. Parce que bon, on approche Noël, hein. Donc il va peut-être falloir se faire un petit marathon Harry Potter, quoi. Oh, mon Dieu, il y est pas sur Netflix. Mon Dieu. Panique. Vous voyez la panique dans mon regard? C'est une vraie panique. Si je peux pas me faire un petit... Ah, ça va. C'est sur Prime Video. Pour ceux qui se demandent où sont les Harry Potter, ils sont sur Prime Video. Ce message n'est pas sponsorisé. Donc voilà, vous pouvez être rassurés. C'est bon. Enfin, pour ceux qui ont Prime Video. Voilà, nous, on a malheureusement, on n'est pas raisonnable et on a beaucoup trop de services de streaming. Il y a le documentaire, ouais, j'avais regardé le documentaire. Ne me lancez pas sur le sujet d'Harry Potter. On divague, on divague. Attention, les graviers. Donc, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Salto. Salto. On parlait voilà, de Salto et ils avaient les Harry Potter. Bon, bah, ils les ont peut-être encore, je sais pas, mais en tout cas, les Harry Potter sont sur Prime Video. Et qu'est-ce qui se passe pour Salto? Bah, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Pourquoi? Parce que le projet de fusion entre TF1 et M6 a été abandonné en septembre 2022. D'ailleurs, TF1 a l'air de se fâcher avec quand même pas mal de personnes hein, actuellement. On a vu le petit conflit avec Canal+, le petit conflit avec M6, etc. C'est de la négociation, hein. De toute façon, c'est des gros sous. Et donc, du coup, le projet de fusion entre TF1 et M6 abandonné en septembre 2022, ça devait déjà provoquer la mort de Salto, hein, puisque France Télévisions n'aurait eu aucun intérêt à financer le service d'un replay d'un groupe privé concurrent, logique ici. Et c'est vrai qu'en fait, TF1 et M6, bah, ils ont préféré, ou ils ont l'air de préférer privilégier leurs intérêts personnels, puisque chacun a sa propre plateforme de VOD. On a TF1 qui a MyTF1 Max, avec un service d'abonnement à 2,99 € par mois, qui diffuse actuellement en exclusivité la Star Academy en direct. Donc pour les fans de la Star Academy, c'est peut-être vers ça qu'il faut s'orienter si vous ne souhaitez pas avoir la contrainte de regarder en direct. Enfin, aussi, j'ai envie de dire, une des parties fun de la Starac, je pense, c'est pouvoir participer en direct et de pouvoir en discuter un petit peu en direct des performances, mais bon, peut-être pas. Et puis M6, de son côté, a 6 Play Max, qui... C'est marrant, ils ont tous les deux le même nom, hein, ils ont Max. Alors des fois c'est plus, des fois c'est Max. Donc 6 Play Max à 3,99 € par mois, donc un peu plus cher. Et donc voilà, ces deux services sont en gros des mini Salto, puisqu'ils ont une offre restreinte sur leur propre chaîne, et qui sont dédiés au programme de leur groupe respectif, quoi. Quant à lui, Salto coûte plus cher, du coup, puisqu'il coûte 7,99 €. Et donc, vous avez une offre plus large, puisque le but, c'était de regrouper un petit peu tout ça. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Alors, quelles sont les options? Potentiellement la liquidation avec une fermeture définitive de Salto. Hein. Chaque acteur aurait alors vraiment uniquement sa propre plateforme de streaming, comme on vient de citer, MyTF1 Max et 6+ Max pour M6. Ou sinon, potentiellement, le rachat avec l'arrivée peut-être de nouveaux partenaires ou d'un acteur extérieur qui serait intéressé par financer la plateforme. Et qui dit financer la plateforme dit quel type de programme on va avoir sur cette plateforme. Puisque du coup, ça veut dire quoi? Négocier des accords avec des anciens membres fondateurs, ça serait peut-être un peu coûteux, compliqué pour Salto et peu réalisable. Hein. Donc, surtout quand on a en face quand même des géants comme Netflix, Disney+, qu'on a vu qu'ils ont atteint vachement plus d'abonnés. Ils ont dépassé le nombre d'abonnés de Netflix dans le monde, puisque bon, ils ont compté le nombre d'abonnés avec tous les services Disney, pas que Disney+.
Voilà, mais ils ont dépassé Netflix, ça y est. Donc chapeau, hein, belle performance quand même pour Disney+, qui s'était lancé bien plus tard. Et c'est difficile. Il y a MyCanal, il y a Apple TV+, il y a Disney+, Netflix, enfin Prime Video. Ça devient un petit peu compliqué d'avoir un acteur uniquement français avec son échelle. Voilà. C'était... Alors, l'aspect français, je trouvais que c'était à la fois un avantage, mais à la fois se tirer un peu une balle dans le pied si on limitait au programme uniquement français. Alors, après, sur Salto, il n'y avait pas que des programmes uniquement français. Donc voilà, on n'a pas encore de décision officielle pour Salto. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les prochains jours, et ça c'est Le Monde qui nous dit sur son site, ils nous ont informé de ça récemment, les actionnaires de Salto ont prévu dans les prochains jours de se réunir pour justement décider de l'avenir de la plateforme. Donc a priori, le scénario le plus probable, c'est la fin de l'alliance et donc du coup, pénaliser grandement Salto et potentiellement arrêter le service. On vous tiendra au courant évidemment quand on a plus d'informations sur le sujet. Du coup, je lis un petit peu vos commentaires par rapport à Salto. Après, comme vous étiez la majorité à ne pas l'utiliser, je pense que ça ne va pas forcément vous émouvoir. C'est triste pour ceux qui, évidemment, l'utilisaient. Si vous avez des séries qui vous intéressent, c'est peut-être le moment de vous abonner, de les regarder en priorité. Moi, je sais que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être regarder, essayer de voir en priorité un peu ça. Payer pour regarder la Starac, j'hallucine. Chacun ses goûts, Sanid. Et c'est pas la seule victime en termes de plateforme VOD. Hein. On avait parlé de Lionsgate Starzplay la semaine dernière. Donc voilà, c'est pas la seule. Hein. Donc c'est triste parce que Salto c'était un super service, nous dit Fonfon. Voilà, donc il y en a qui vraiment aimaient. Hein. Et il y a Dexter qui nous dit je suis abonné, mais si Yellowstone est sur TF1 Max, je migrerai. En effet, c'est possible. Si le programme était sur TF1, c'est possible que tu le retrouves du coup sur l'offre payante de TF1 Max. Tout à fait. Donc à voir. Donc après, est-ce qu'ils arriveront à faire un service aussi bien ? Ça, je ne sais pas. J'ai jamais testé les services dédiés de MyTF1 Max et de 6 Play Max. Il y a de quoi bien sur Salto, je connais pas assez la plateforme et je vais laisser, aux personnes qui l'utilisent partager. Il y a Yellowstone qui est une série américaine avec, je sais, qui est très appréciée au moins pour sa production. Les images, il paraît, sont juste magnifiques. Tu as des grands paysages de plaine américaine assez époustouflantes. C'est une série avec Kevin Costner. Un peu un Dallas de 2022 quoi. Donc il paraît que c'est assez prenant quoi. Moi je connais plusieurs personnes qui ont été vraiment très très prises sur cette série. Il y a qu'est-ce qu'il y a ? Il y a sûrement la Starac, j'imagine. C'est la seule plateforme qui m'a permis de revoir 4 garçons pleins d'avenir, nous dit Julie. Donc voilà. Je ne connais pas ce programme. Donc voilà, tu peux aller jeter un œil pour voir si ça vaut la peine que tu en profites tant que c'est là. Timoun qui se sentait seul, enfin quelqu'un qui partage mon avis. La plateforme est vraiment cool à utiliser en plus. Ouais, moi j'avais pas de problème quand j'avais utilisé. Qu'est-ce que j'avais regardé ? Je vais regarder Roswell, New Mexico, je crois. Je crois que c'est ça. Le reboot de Roswell, ou New Roswell, je sais plus comment ça s'appelait. Voilà, parce que j'étais curieuse. Il y a HPI aussi. Ça, c'est une série française que beaucoup de personnes parlent. Enfin, personnes ont parlé. Flonflon qui nous dit plus ergonomique Amazon Prime. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pas difficile, Flonflon. Quoique Amazon Prime a revu ses applications récemment. Donc à voir. Elle a eu mauvaise presse juste parce qu'elle était française. Je suis d'accord avec toi. Salto a vraiment souffert de ce positionnement français où on a un petit peu ce positionnement stupide de dire « Ah, si c'est français, c'est nul ».
D'abord, on a beaucoup de séries françaises qui sont excellentes. Mais c'est vrai qu'on a ce biais négatif et c'est dommage, c'est dommage. On lui a pas donné sa chance. Voilà. Et certes, il y avait peut-être la Starac et peut-être que les trucs de ce type de programme, c'est pas du goût de tout le monde, mais il y a plein de personnes qui adorent. Et puis, il y avait pas que ça, quoi. Voilà. Il y a plein de trucs nuls, par exemple, sur Netflix, pour faire la comparaison. Il y a plein de programmes super nuls, de films, voilà, de Noël, enfin, de nuls. Après, moi, j'adore ça, mais j'assume pas. Mais il y a plein de séries cheap, enfin, faciles, ou qui... Enfin, pas cheap, mais... faciles à regarder, très addictives, etc. Et on peut ne pas aimer ça, et certains peuvent aimer beaucoup. Voilà. Bon, c'est un positionnement à voir. Mais ce qu'on peut reprocher, enfin, on peut le reprocher à Netflix aussi, quoi. Il y a des techniques qui font que les gens vont regarder, qui vont pas plaire, qui vont pas être du goût de tout le monde. À part le Bureau des légendes, je n'aime aucune série française. Nous, on avait adoré... C'était quoi la série comment elle s'appelle la série qui se passait... c'était Les Revenants, je crois. Je crois que c'était ça. La musique était incroyable, c'était super bien filmé, etc. Voilà. Après, il y a d'autres plateformes, comme genre Arte. Moi, j'adore Arte. Arte, c'est gratuit. Vous avez plein de films, de séries, de documentaires super intéressants. Je pourrais vous en parler à la fin de l'émission. Mais bon, bref. Salto. Allez, Engrenage, par exemple. Engrenage, j'en ai beaucoup entendu parler. Je n'ai pas regardé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà. Donc, Les Revenants, moi, j'avais adoré, ouais. Tourné en Savoie et Haute-Savoie. Voilà en tout cas, donc allez-y, faites-y un tour pour voir s'il y a des programmes qui vous plaisent, profitez-en tant que c'est là, vous êtes prévenus, puisque on vous tiendra au courant évidemment quand on aura plus d'informations sur est-ce que ça continue ou pas, ou quand est-ce que, enfin, quelle sera la décision prise par les actionnaires, mais d'ici là, profitez-en peut-être, regardez un peu avant de ne plus pouvoir en profiter. On continue avec une autre société tech, et cette fois-ci, c'est Apple. Apple qui s'érige en chevalier blanc de la protection des données des utilisateurs et de la vie privée de ses utilisateurs, qui s'est fait prendre la main dans le sac. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a des travaux de chercheurs en sécurité qui sont Tommy Misk et Talal Hajbakri qui ont publié leur rapport, qui travaillent pour la société Misk d'ailleurs, et qui ont récemment découvert, a priori, que iOS transmettait à Apple chacun de vos clics. Voilà, donc c'est un petit peu problématique, ils transmettent chacun de vos clics lorsque les applications de la société, donc d'Apple, sont utilisées. Et que surtout, le plus problématique, c'est que lorsque vous tentez de désactiver ce ciblage, enfin pas ce ciblage, mais ce tracking, le fait de suivre vos actions et de monitorer vos actions sur l'OS, depuis les réglages, etc., ou lorsque même quand vous installez iOS et que vous dites décliner d'envoyer des rapports, etc., ces envois de données, ces tentatives de désactivation seraient totalement vaines, puisque ça continue d'envoyer. Donc Apple recevrait en temps réel les données de recherche d'un utilisateur visitant l'App Store, par exemple, mais aussi les éléments sur lesquels il a cliqué et la durée de consultation d'une application. Même idée pour l'application Bourse, par exemple. Apple sait précisément quelle action vous suivez ou encore quel article lié à la bourse vous avez lu dans l'appli. Apple sait également quel jour et à quelle heure vous avez déniché ces informations, etc. Donc là, on parle vraiment des applications et des services Apple. Voilà. On apprend également que sur certaines applications d'Apple, ils recueillent des données détaillées sur l'iPhone de l'utilisateur, le modèle, la résolution d'écran ou encore la langue du clavier utilisé. Alors ça, j'ai du mal à m'en offenser, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin que vous utilisiez l'iPhone pour avoir ces données, puisqu'en fait, ils ont les données d'achat, a priori. Peut-être pas tout, parce que tous les iPhones ne sont pas achetés chez Apple. Mais bref, ça, je trouve pas ça super étonnant qu'ils aient les données de langue de clavier, de modèle utilisé ou de résolution. Hein. Voilà.
Et donc, du coup, en fait, le problème, c'est vraiment par rapport à l'usage des applications Apple. Alors là, ça ne touche pas, le rapport partagé ne touche pas les autres applications, hein. Les applications qui ne sont pas Apple, mais ça touche uniquement les services d'Apple. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? En fait, le problème, c'est vraiment lié à quand je veux opt-out, sortir de ce tracking, que je demande explicitement à ce que mes actions ne soient pas suivies, bah, ce n'est pas pris en compte. Donc le problème est vraiment là. Et donc du coup, bah, évidemment, il y a une plainte qui a été déposée, hein, une class action qui a été déjà intentée en fin de semaine dernière contre Apple en Californie par rapport à ça, hein. Cette dernière estime donc que la société est en violation du California Invasion of Privacy Act, qui est censé justement protéger le droit qu'ont les utilisateurs de bloquer le suivi, y compris lorsqu'il est mis en place à des fins d'analyse. Du coup, voilà, l'accent, comme je vous le disais, est vraiment mis sur le fait que même si on essaye activement de sortir de ce tracking, de ce suivi, bah, c'est pas pris en compte finalement, alors que normalement il devrait. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer, hein. Si Apple va s'exprimer. Pour l'instant, on n'a pas eu de message de la part d'Apple. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec cette action en justice. On vous tiendra au courant. Là, c'est que le début. Mais du coup, c'est vrai que ça fait pas bon pour l'image d'Apple, quoi. Moi, c'est le plus gros risque que je vois, parce que bon, j'ai pas de doute qu'ils vont soit modifier ça, soit essayer de peut-être de trouver un accord avec les plaignants, etc. Mais en tout cas, ça entache un petit peu la réputation d'Apple, qui s'était érigée justement en chevalier blanc de la vie privée des utilisateurs. Donc c'est un petit peu ballot quand même. Alors, encore une fois, et merci Jérôme de préciser, ils récupèrent et ils savent ce qu'ils font, ce que vous faites dans les applications d'Apple à des fins d'analyse et d'amélioration du service. Ça ne concerne pas des fins publicitaires ou de revente à qui que ce soit pour vos données. Donc on n'est pas là-dessus. On est sur le fait que Apple continue d'analyser. Et c'est vrai qu'il y a un choix quand même. Quand vous installez le service iOS, on vous demande est-ce que vous acceptez de partager vos données à des fins d'analyse Apple. Ça ne parle pas de publicité, mais il y a quand même cette question. Or, il pose la question, mais il n'applique pas le choix de l'utilisateur derrière. Donc, on n'est pas là sur la revente de données à des tiers. Attention, on n'est pas sur la même gravité ici, hein. C'est de l'analyse à des fins d'amélioration du service, ou pour pouvoir améliorer quel type de services vous sont proposés, etc., etc. Alors après, dans l'App Store, c'est peut-être un petit peu différent, parce que dans l'App Store, comme maintenant il y a des emplacements publicitaires, et c'est possible que du coup, ça fasse partie de la prestation des pubs, de pouvoir voir combien de temps vous êtes resté sur la pub, qui est donc l'application promue dans l'App Store, etc. Donc là, c'est un peu moins clair la différence. Et c'est vrai que finalement, cette opportunité de revenu dans l'App Store, elle est réelle, hein, pour Apple. Donc à voir. À voir s'ils vont s'exprimer, à voir comment ils vont se positionner par rapport à ça. Je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont répondre ou pas. Donc voilà pour Apple. Mais c'est pas terminé pour Apple, puisqu'il y avait une autre information assez intéressante sur le détournement d'un service d'Apple en Chine. Donc un détournement de l'usage standard de AirDrop. Donc AirDrop, pour rappel, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas qu'est-ce que ça permet de faire, AirDrop permet tout simplement d'envoyer ou de recevoir des fichiers. Lorsque vous avez activé cette fonctionnalité, vous pouvez tout simplement configurer pour que vous puissiez recevoir des fichiers provenant de votre liste de contacts ou provenant de tout un chacun. Et en fait, tout simplement, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de câble à brancher, vous n'avez pas de mail à envoyer. C'est vous cliquez sur une photo, vous faites partager. Là, vous avez l'option AirDrop et vous voyez les personnes à proximité à qui vous pouvez partager. Donc, c'est vraiment une notion de partage à proximité sur ce type de fichier. Donc ça, c'est la fonctionnalité
airdrop. Et là, ce qui est intéressant, c'est un article de The Guardian qui a été publié sur le détournement de ce système de partage de fichiers de l'iPhone pour devenir presque un réseau social, finalement, pour partager des documents critiquant le parti communiste en Chine. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en substance, les opposants au régime actuel en Chine partageraient leurs tracts numériques à des inconnus dans l'espace public en utilisant AirDrop. Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement est tombé de manière assez sévère sur tout ce qui est réseau social. La censure est assez oppressante en Chine. Voilà, donc on a vraiment des sanctions qui sont prises par le gouvernement chinois et des mesures qui sont faites pour limiter finalement le partage de ces contenus sur les plateformes qui sont donc censurées, surveillées, etc. Et les plateformes sont potentiellement sanctionnées aussi si elles ne prennent pas d'action pour censurer ce type de contenu. Donc on est vraiment dans la censure. Et donc pour pallier à ça, les opposants au régime ont utilisé quelque chose qui n'est pas public du coup et qui utilise donc l'espace public pour pouvoir partager ce genre d'informations. C'est pas la première fois qu'on utilise ce détournement finalement d'AirDrop, puisqu'en 2019, on avait déjà eu ce détournement de AirDrop à Hong Kong avec les manifestants qui l'avaient utilisé un peu pour à la même fin. Mais c'est quand même assez intéressant de voir un petit peu, moi j'avais pas vu ça à l'époque de Hong Kong, de voir un petit peu qu'est-ce qui est utilisé pour les manifestants et comment ils peuvent trouver des astuces innovantes pour pouvoir continuer à opposer au régime. Alors malheureusement, donc ces derniers jours, il y a beaucoup de médias qui en ont parlé et donc du coup, ça n'a pas plu à la Chine. Chine, marché énorme pour l'iPhone. Et donc du coup, Apple a pris des mesures ici pour du coup limiter la fonctionnalité. Donc Apple est intervenu, ils ont décidé donc du coup de mettre à jour l'iPhone en Chine pour restreindre la fonctionnalité. Donc comment ils ont restreint ça? Donc l'usage détourné, tout simplement, il est possible parce que beaucoup de personnes, par défaut, laissent AirDrop ouvert. Donc ça veut dire activer à recevoir n'importe quel fichier de n'importe quel contact et paramètre la fonction pour que celle-ci autorise les envois de fichiers par des inconnus. Mais suite à la mise à jour d'Apple, ce mode ne fonctionnera plus que durant une fenêtre de 10 minutes après son activation. Donc ça veut dire que finalement, alors j'ai pas les détails de la fonctionnalité, mais l'ouverture aux inconnus va être limitée à 10 minutes. Donc ça veut dire qu'il va falloir toujours revenir dans les settings pour pouvoir changer ce réglage et l'activer tous les 10 minutes. Ce qui va quand même pas mal limiter l'impact ici. Et en plus, c'est le réglage par défaut, donc ça va pas mal limiter quand même, quoi. Donc voilà, dommage pour les manifestants. Apple est dans une situation délicate où en fait, ils peuvent pas tourner le dos de la Chine et donc ils se retrouvent à implémenter des fonctionnalités limitantes pour éviter ce détournement quoi, de la fonctionnalité. Voilà. Je fais une petite pause pour remercier les soutiens. Un grand merci à Vlad Josiane 6971 pour ton soutien. Un grand merci également à Hippomony pour ton renouvellement. Un grand merci à Sébastien et à Flonflon pour votre soutien. Grand merci à vous. Et après, grand merci à Sunsac73. Un grand merci à Sloan Fardale. Un grand merci à Pigaf pour vos soutiens, ça fait super plaisir. Vous êtes on fire ce matin-là, ça fait trop plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise à l'idée de nous soutenir sur Twitch, ce que je peux comprendre, voilà, vous pouvez également nous soutenir sur Patreon, voilà. Et c'est facile parce qu'une fois que vous avez mis en place le soutien mensuel, c'est automatique, vous n'avez pas forcément d'efforts à faire. Ça sera automatique tous les mois, puis vous pouvez décider de nous soutenir à hauteur d'un café par mois, ça nous aide vraiment. On peut se dire que finalement 1 euro, 3 euros, ça sert à rien, mais si, ça sert beaucoup. Ça nous permet, nous, en plus de nous projeter sur le long terme, puisque c'est des soutiens récurrents, et ça nous permet de continuer à investir dans la chaîne et de pouvoir rémunérer les gens qui travaillent pour la chaîne. Donc un grand merci à ceux qui aiment notre émission du matin, ou en tout cas qui trouvent que ça leur apporte quelque chose et qui prennent le temps de nous soutenir. Un grand merci à vous et du coup un grand merci à Localize qui vient de renouveler son abonnement. Merci beaucoup.
Donc voilà, en gros, pour terminer du coup sur cette fonctionnalité AirDrop qui a été du coup limitée par Apple suite à bah voilà, la visibilité de ce détournement d'usage d'AirDrop et de la presse qui en a parlé, quoi. Apple qui soutient une dictature et qui ensuite vient nous donner des leçons. Encore une fois, Corwin XDS, je comprends ton ras-le-bol et en même temps je comprends aussi l'aspect business d'Apple de se fermer au marché chinois. Ça montre aussi la force et le poids que représente la Chine à l'échelle internationale. Ça, c'est très très difficile pour ces boîtes de se détourner de ces marchés-là, tout simplement. Ça n'excuse pas, hein, mais je regarde un peu vos commentaires. À quand un paramètre pour autoriser AirDrop que pour les contacts favoris? Trafandir, je suis pas sûre que ça soit nécessaire. En fait, est-ce que tu as déjà reçu un fichier de tes contacts que tu ne voulais pas? Voilà. En fait, je te poserai la question par rapport à ça. Et je serais intéressée de voir le pourcentage d'utilisateurs qui a limité AirDrop à ses contacts et qui a reçu des fichiers non souhaités de la part de ses contacts. Je serais curieuse d'avoir ce type de données. Tu vois, en fait, tu as cette question de pourquoi complexifier une fonctionnalité si en fait, tu n'as pas de problème avec. Donc, à voir. En plus, c'est dans les contacts, on sait qui c'est, ouais, tout à fait. Donc, tu pourras leur taper dessus. Non, on n'encourage pas la violence chez Naotech. Tu pourras leur envoyer un message énervé ou les bannir de tes contacts, tout simplement. Si tu as un ami ou un contact qui t'envoie un fichier que tu n'as pas souhaité, ben, tu peux les retirer de tes contacts. C'est une bonne raison pour les retirer. Voilà. Voilà en tout cas pour Apple concernant du coup cette fonctionnalité AirDrop. On continue avec du coup des nouvelles cette fois-ci de Theranos. Décidément, on parle pas mal de sociétés qui s'est pris des revers aujourd'hui, hein. Mais bon, aussi, c'est ce qui se passe, hein. Et on va parler de Theranos. Donc, Theranos, rappelez-vous, c'est la société qui vendait comme valeur à... je regarde un petit peu si j'ai le résumé, parce que je vous ai fait le résumé tout à l'heure. J'essaie de vous retrouver ça dans mon article. Ah non, je n'ai pas de résumé. Bon, ben, je vais vous le résumer moi-même. Theranos, c'est donc la fameuse start-up qui promettait de révolutionner les tests sanguins, les analyses sanguines. Comment? Bah, tout simplement en se disant, en vous prenant une seule goutte de sang, on est capable de faire X analyses, beaucoup plus d'analyses que ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Essayez de voir aujourd'hui quand vous avez besoin de faire une analyse sanguine, on va vous prélever plusieurs tubes, et ce qui peut être assez désagréable et vous compliquer un petit peu la vie, puisque du coup il faut que vous rendiez dans un laboratoire, il y a des fois de l'attente, du coup il faut que quelqu'un vous prélève du sang et du coup c'est quand même plusieurs échantillons, donc c'est quand même un moment pas agréable, et après il faut faire ces analyses, etc. Et donc là c'était une machine qui, avec une goutte seulement, donc beaucoup plus facile à prélever, beaucoup moins galère, et donc aussi plus rapide, vous permettait d'analyser, faire toutes ces analyses sanguines. Donc ça allait vraiment révolutionner le domaine médical et santé ici, potentiellement. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette fameuse machine qui allait révolutionner les analyses sanguines n'a jamais existé, n'a jamais fonctionné. En fait, il faut vraiment... la technologie, la promesse était hyper inspirante, mais en fait, elle n'a jamais réussi à faire fonctionner cette machine. Et donc, du coup, elle a commencé
à commercialiser et à faire des pilotes et à tester ça avec des vraies personnes qui faisaient des vrais tests sans avoir une machine qui fonctionnait. Donc en donnant des résultats erronés à ces personnes-là. Ce qui a un fort impact. Hein. Imaginez, vous recevez Enfin, on vous dit que vous êtes enceinte ou pas enceinte, vous n'allez pas vous comporter de la même manière, etc. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Donc voilà. Donc du coup, elle est jugée en justice à l'heure actuelle. Et là, c'est intéressant parce qu'on a donc du coup les peines requises qui ont été communiquées. Donc on a les procureurs d'un côté, qui ont requis 15 ans de prison contre Elizabeth Holmes, donc la CEO de cette boîte, qui était donc la star de la Silicon Valley, puisque d'abord elle parlait de santé, qu'en plus c'était une femme qui... Et donc c'est pas souvent qu'on a une femme CEO comme ça, malheureusement, qui est aussi publique dans la Silicon Valley, dans un milieu qui est quand même particulièrement difficile et particulièrement masculin. Donc star déchue de la Silicon Valley. En plus, elle s'était fait une espèce de persona assez Steve Jobs féminin, etc. Donc, qui était assez... qui marchait bien en public. Et donc voilà, les procureurs ont plaidé... donc, la défense a plaidé la peine maximale ici d'1 an et demi. Donc, on a les procureurs d'un côté qui demandent 15 ans. La défense, eux, qui plaident pour 1 an et demi maximum par rapport aux documents qui ont été communiqués jeudi soir, le jeudi 11 novembre... vendredi soir, pardon. Et donc, certes, elle a été reconnue coupable de fraude en janvier, à l'issue d'un procès très suivi. Maintenant, il s'agit de voir de quelle peine elle va écoper, quoi. Donc là, c'est vrai que ça peut quand même être cher, parce que 15 ans de prison et retourner les 800 millions de dollars à ses victimes, c'est quand même important. Voilà, à voir. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Je pense que ce qu'elle a fait, son impact, ça vaut plus qu'1 an et demi de prison ferme, de mon avis, parce que là, on touche à la santé. Voilà, elle a menti délibérément. Alors, comme on a pu le voir un petit peu, c'est pas très clair si elle avait l'intention de mentir dès le début ou si finalement elle s'est fait prendre en se disant « fake it until you make it », c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu puisses le réaliser. Et donc, elle a démarré la boîte sur ce concept, elle a embauché des personnes sur ce concept prometteur, cette vision. Et en fait, à un moment donné, tu dois réaliser cette vision. Le problème, c'est qu'elle a commencé à tester et à commercialiser ça avant qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Et c'est là, en fait, où ça ne marche pas. Elle a récupéré de l'argent en disant aux investisseurs, on a une machine qui fonctionne. Et donc ça, c'est la problématique. Donc elle a impacté les investisseurs en faisant des mensonges et elle a impacté des utilisateurs en faisant fonctionner ces tests-là. Donc à quel moment elle s'est dit elle n'arrive plus à retourner en arrière ou elle s'est voilée la face, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les conséquences sont là. Donc voilà, en tout cas pour Theranos, on vous tiendra au courant évidemment quand on en saura plus du coup sur quelle est la peine qui a été validée entre guillemets pour Theranos et pour Elizabeth Holmes, CEO du coup de la boîte. Voilà. C'est la fin des actualités tech ce matin, il est 9h02, on est dans les temps, je vais pouvoir faire un petit corn fact pour discuter avec vous. Et du coup, comme on est dans les temps aussi, on va quand même prendre le temps de remercier notre sponsor du jour. Notre sponsor du jour, vous le connaissez parce que vous avez vu le message du coup dans le chat. C'est O'Clock. O'Clock, c'est quoi? C'est tout simplement une école tech qui va vous former à devenir développeur web à distance. À distance, parce que pour faire simple, c'est une classe virtuelle, donc facile de pouvoir participer. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, etc. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. C'est vrai que on le sait, on est en manque d'ingénieurs web, d'ingénieurs tout simples, mais développeurs web aussi. Donc O'Clock, du coup, très logiquement, a créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web. Vous pouvez vous spécialiser dans une techno de votre choix.
Et c'est une formation qui est destinée aux débutants, donc pas besoin de stresser en se disant mince, j'ai aucune base, j'y connais rien, etc. Donc cette formation est vraiment destinée aux débutants et elle est reconnue par l'État. Donc ça c'est important à vérifier. L'école propose donc des rentrées mensuelles. Alors ça c'est un grand avantage, vous n'avez pas besoin d'attendre septembre ou janvier, etc. ou des trimestres pour pouvoir vous inscrire. Chaque mois vous avez des rentrées. Il est possible de commencer donc du coup à n'importe quel moment. Il est aussi possible de se former en alternance. Donc ça c'est quand même un grand avantage. Donc en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même suivre une formation qui est spécialisée en accessibilité web. Voilà, ces formations sont payantes. Et O'Clock, du coup, a une équipe carrément dédiée à la recherche de financement pour aider les futurs apprenants. Donc, vous ne serez pas tout seul. Si vous souhaitez envisager cette formation, vous pourrez discuter et voir avec l'équipe O'Clock comment financer de manière optimale votre formation ici. Et résultat, 75% des personnes alors, 75% des personnes ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Donc, c'est pas mal quand même en termes de pourcentage. Et donc, du coup, voilà, si vous envisagez une reconversion, si vous êtes intéressé, du coup, par ce secteur, ou que vous posez des questions sur qu'est-ce que vous pourriez faire, eh ben, ça peut être intéressant d'explorer vos options et de vous poser la question, c'est quoi les secteurs qui recrutent ? Et en tout cas, le développement web, ça en est un. Donc, n'hésitez pas à utiliser notre code, hein. Voilà, vous avez le lien avec la commande O'Clock dans le chat, tout simplement O'Clock, O-C-L-O-C-K avec le point d'exclamation au début. Ça vous permet de récupérer le lien et de pouvoir ensuite voir plus d'informations, voir les avis aussi, parce que c'est très bien noté sur Trustpilot, 4,8 sur 5. Vous pouvez regarder, lire les avis, voir ce qu'en pensent les gens, poser des questions à l'équipe de Clock pour faire votre propre avis. Voilà pour le sponsor. Un grand merci à eux de nous permettre de faire l'émission. Et puis je vous propose de terminer tranquillement avec un petit camp de fac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie à vous qui m'avez suivi ce matin. On va rester 5 minutes ensemble pour discuter, répondre à vos questions. Donc du coup, je me tourne vers vous, la chatroom. Est-ce que vous avez des sujets, des questions à me poser ? Du coup, vous me dites, vous allez faire une émission spéciale pour Black Friday. On ne sait pas encore, j'ai pas d'informations là-dessus, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une émission spéciale demain matin, puisque demain matin, le mug sera beaucoup plus long, puisque à partir de 10h, le mug va se transformer en une nouvelle émission avec donc avec Jérôme et Guillaume, et cette émission sera on classe les meilleures innovations de l'humanité. Voilà, donc ensemble, ce sera une émission organisée avec Michelin Innovation et qui va du coup parler de toutes les innovations de l'humanité. Donc environ, ils ont 60 innovations de l'humanité dont ils vont parler. Et à partir de 10h, ils vont démarrer ce live, donc du coup, ça sera là dans la continuité du mug. Et le but de ce live, ça sera de venir discuter et voter ensemble avec vous dans la chatroom sur quelles sont les meilleures innovations de l'humanité. Donc en gros, ils vont faire des matchs d'innovation en comparant. Donc voilà, par exemple, voilà, vous me dites le feu, par exemple, on pourra comparer la roue et le feu. Quelle est l'innovation qui gagne ici? Et ensuite, on aura donc l'innovation, la phare, qui est celle qui remporte tous les matchs, etc. Donc ça sera intéressant parce qu'on va vous faire participer dans la chatroom. Ça sera l'occasion de débattre de celles qui ont eu le plus d'impact sur le futur de l'humanité. Et ça sera, je pense, assez intéressant comme sujet. Ça va, si Michelin Innovation est là pour cadrer, ça ne risque pas trop de partir en gravier. Mais ouais, mais on ne sait pas, vous connaissez Jérôme et Guillaume quand même. Donc je pense en tout cas, ça sera... moi j'aime beaucoup le sujet. Donc le rendez-vous est pris mercredi matin, donc demain à 10h, en continuation du mug. Rendez-vous pour parler et débriefer et faire les matchs des meilleures innovations de l'humanité grâce à Michelin Innovation. Faut pas sous-estimer les deux zozos, je suis d'accord avec toi, ouais.
Voilà, voilà. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Tu avais été à Bruxelles, comment as-tu trouvé? Oui, j'étais à Bruxelles récemment pour le boulot. On avait organisé un événement là-bas. J'y suis restée 2 jours et demi, on va dire ça comme ça. Écoute, Bruxelles, très très sympa, hein. D'abord, c'est vraiment très facile d'accès par rapport à Paris. C'est quoi? C'est 1 heure et demie, même pas. 1 heure et demie de Paris, donc c'est vraiment pas loin du tout. On se fait une montagne des fois de distance de Bruxelles, mais voilà, la Bretagne c'est environ à 2 3 heures de Paris. Bruxelles c'est plus proche quoi. Donc vous y êtes et en pleine ville. En 1 h 30, c'est une ville où il fait bon vivre, il y a une douceur de vivre ici, les gens sont tranquilles, ils sont agréables, ouverts, enfin j'ai vraiment retrouvé ce que moi j'avais aimé à Lille. Alors après, j'étais déjà un peu allée à Bruxelles, puis j'avais l'habitude d'aller en Belgique quand j'habitais à Lille. Donc je retrouve ce que j'aime dans le nord de la France, c'est-à-dire cet accueil super chaleureux, cette douceur de vivre, cette diversité culturelle aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers à Bruxelles. C'est très agréable, c'est très inclusif, très accueillant comme endroit. La ville en elle-même est agréable parce que vous avez des grands trottoirs, donc pour circuler et tout, c'est super agréable. Vous n'êtes pas sur les tout petits trottoirs rikiki de Paris où vous devez marcher à la queue leu au lieu de marcher avec vos potes. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment, vraiment sympa. C'est facile de se déplacer, vous avez le métro, le tram, évidemment les bus, etc. Et puis vous avez plein de bons restaurants, les friteries. Voilà. Et puis la vieille ville de Bruxelles est très mignonne. C'est très chou. Donc si vous ne connaissez pas, c'est vraiment chouette à visiter, de vous faire un petit week-end dans le centre. Mais en fait, après, au-delà du vieux Bruxelles, vous avez plein de quartiers très très sympas à visiter autour aussi, avec des bars très sympas, une très bonne ambiance, etc. Donc moi, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Oui, mais comment tu sais ça? Oui, le boss d'Alan, mon CEO, habite Bruxelles. Ouais, il a déménagé il y a, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, je dirais. Mais ouais, ouais. Comment tu sais? Il y a eu un article sur le fait qu'il a déménagé à Bruxelles. Oui, le CEO d'Alan vit à Bruxelles. Mais on y allait parce qu'en fait, on organise des événements, enfin des événements, des opportunités pour se retrouver en tant qu'équipe design. Alors là, il y avait équipe research et design. Et du coup, on va là où il y a des designers. Donc, on a des designers, enfin, pas à Bruxelles, mais en Belgique. Et donc, du coup, bah, pour que tout le monde, ça soit plus facile, on s'est dit, bon, bah, on se retrouve à Bruxelles. Voilà. Donc ça, c'est assez cool. Assez cool, assez cool. J'étais 6 mois en stage à Lille et je suis entièrement d'accord, c'est vraiment une ville cool. Ouais, Lille, j'adore. C'est une de mes villes préférées. J'adore l'architecture d'abord. J'adore le vieux Lille, c'est charmant, trop mignon. T'as plein de bons restos, t'as plein de bonnes bières. J'adore les bières belges. Alors, je suis pas très bière, mais les bières belges, j'adore. Et, euh, et puis il fait bon vivre aussi à Lille, c'est super sympa. Et les gens sont super, super cool, super accueillants. Je pense que tant qu'on n'est pas allé dans le Nord, on ne se rend pas compte de l'accueil qu'on reçoit dans le Nord de la France. C'est assez fou. Assez fou, fou. J'hésite entre tenter d'y aller en Noël ou après au printemps. Je peux pas te conseiller. Après, ça peut être mignon, peut-être à Noël avec les décorations Noël. Ça risque d'être plus cher aussi. Merci de ne pas mettre les Belges ou les Nordistes dans le même panier, il y a bien une frontière entre nous. Et tu y tiens à ta frontière là? Bah tiens, prends-la ta frontière. Écoute, quand j'étais à Lille, j'allais très facilement en Belgique et c'était super cool. Voilà. Et je retrouve cet accueil chaleureux. Après, c'est différent, je suis d'accord. Alan recrute à l'étranger, en Italie à tout hasard. Alors non, pas à ma connaissance, pas en Italie, parce qu'on n'est pas en Italie. Mais après, pour des talents exceptionnels, potentiellement, ça peut être étudié. Mais en fait, c'est plus compliqué puisqu'on n'a pas d'entité présente en Italie. Et donc, du coup, pour recruter, c'est plus compliqué.
C'est vraiment d'un point de vue administratif ici, hein. Alors que tu vois, on a une entité en Belgique et en Espagne, parce qu'on est présent dans ces pays-là. Et donc, du coup, là, on peut recruter facilement. Enfin, facilement, on recrute quoi. Voilà, donc c'est uniquement pour cette logique. Donc, si tu as, voilà, tu peux toujours tenter ta chance. Et puis, si nous, on voit un vrai potentiel, potentiellement, ça peut être étudié. Ça ne veut pas dire que ça sera faisable, mais ça peut être étudié. Ah là là, ça commence entre les Français et les Belges, là. Je pensais pas créer toute une polémique. En parlant d'Alan, mon entreprise propose de payer 100% de leur mutuelle. Des gens ont-ils testé et approuvé? Ben, allez-y, partagez vos retours pour ceux qui ont Alan. Je ne vais pas parler parce que je suis évidemment biaisée. Donc, je ne vais pas donner mon avis puisque ça serait... Enfin, évidemment, si je travaille, c'est que je trouve que c'est très bien. Voilà, voilà. Ils se fritent entre eux. Ouh là 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 là, le jeu de mots en vous. En vous. Ouh là là. Incroyable. J'ai vécu 4 ans en Belgique. Bah, du coup, Nicolas Sympa, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as vécu où en Belgique et t'en as pensé quoi? Dans le Nord, tu pleures quand tu y vas et tu pleures quand tu repars. Ouais, moi j'avais bien vécu mon arrivée dans le Nord, hein. C'est qui ce Alan que tout le monde semble connaître? C'est mon entreprise. Alors, juste quand même, hein, je vais vous montrer. Parce que bon, c'est pour ceux qui ne connaissent pas quand même. Voilà, donc Alan, assurance santé. Voilà, voilà. Euh, la couverture santé pensée pour vous. Donc là, vous voyez un petit peu le site internet. Vous recevez vos remboursements en temps réel. Vous pouvez parler à un médecin facilement, que ce soit en vidéoconsultation ou par chat. Et vous avez également d'autres services comme le bien-être mental avec Alan Mind. Voilà, voilà. Donc là, ça vous donne un aperçu un petit peu de Alan. Et donc, c'est une société, Alan, tout simplement, pour les curieux. En tant que nordiste, à 3 minutes de la frontière, je pense que c'est plus les Flamands qui portent une grosse appartenance. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Déçu que ce soit pas un ours. C'est quoi alors? Il y en a qui ont dit ce que c'était? Hop, hop, hop. Ah là là, mais de commentaires positifs. Pour Alan, ça fait trop plaisir. Bref. Vous motivez là. Bon, bah, du coup, vous motivez et du coup, bah, je vais aller travailler hein, quand même. Du coup, je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. N'oubliez pas, demain matin à 10h, le live pour les matchs d'innovation de l'humanité pour voir quelle est l'innovation phare qui remporte un petit peu le match. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente semaine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. On va voir avant de se quitter où est-ce qu'on va faire un petit raid. Qui est là ce matin? Eh ben on va se détendre et on va aller rendre visite à Pépipin pour profiter un petit peu des illustrations. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. Bye bye.